L'heure H. Jean-Louis Lahaye. Le soleil se couche au loin. Nous sommes le 28 juillet 1989, au cœur de l'été. Il est 22h20 lorsque Ed Warren regarde sa montre, l'œil vif, l'esprit en alerte. Il connaît bien l'église de sa congrégation du Connecticut, mais ce moment de la journée la rend pour le moins inhabituelle. Les dernières lueurs du jour traversent les vitraux et bientôt, les bougies allumées il y a quelques heures enroberont la sacristie d'une aura bien particulière. Dans quelques minutes, l'un des exorcismes les plus célèbres du couple Warren va débuter. Dans quelques minutes, Bill Ramsey sera au centre d'un combat acharné contre le mal absolu, le diable. Monseigneur McKenna n'en est pas à son coup d'essai. Ce soir, il s'apprête à réaliser son 50e exorcisme. Les mains jointes, il passe entre les allées afin de vérifier que toutes les bougies sont allumées, sa soutane d'évêque frottant contre les bancs. Cet homme d'église, figure célèbre de cet État des États-Unis, a su s'imposer il y a déjà longtemps comme une personne de confiance du couple Warren. Ed et Lorraine, tous deux spécialistes du paranormal dans des domaines bien précis, aident depuis des années les gens possédés par le malin. Lorraine, médium de son état, est aidée par Ed, le seul démonologue non religieux reconnu par l'Église catholique. Ils sont là, ce soir, comme toujours. Lorraine, sur un banc du premier rang, n'a pas cessé de prier. Ed, juste derrière sa femme, semble plus nerveux, presque agité. Tiens, c'est pas habituel. Autre élément bizarre, il ne porte pas de costume, comme à son habitude, mais un simple polo jaune vif. Il semble presque absent. Cette histoire les a touchés au plus profond d'eux-mêmes. Plus de 20 ans après leur début en tant que chasseurs de démons, le poids des années commence doucement à peser sur leurs épaules. Plus particulièrement sur les siennes. Des chants cantiques résonnent entre les bancs et l'évêque parcourt du regard l'assistance du soir. John Zavis est là, près de lui. Cet enquêteur du paranormal regarde les Warren comme des demi-dieux et il a obtenu des époux le droit d'assister à la cérémonie ce soir. 2 journalistes, dont le périodique a financé le voyage de Bill Ramsey et sa femme attendent. Ces requins, en quête de sensationnalisme, ont négocié l'exclusivité des images. Aux premières loges, enfin, tenant la main de Lorraine Warren, Nina Ramsey. La londonienne porte un foulard autour du cou. La nuit dernière, à l'hôtel, Bill a eu une énième crise. Il a tenté de l'étrangler et il a attrapé à la carotide pour y planter ses dents. Elle ne doit son salut qu'à la réceptionniste. Vous vous imaginez, vous, être tiré du sommeil car l'homme que vous aimez le plus au monde tente de vous tuer, et le tout sans le vouloir. Ils vivent tous deux dans une peur panique depuis des années. L'évêque rehausse ses lunettes, disperse les miettes qui se trouvent sur son habit immaculé et entre en communion. C'est alors que Bill arrive dans l'église, entouré de 6 gardes du corps armés de pistolets paralysants. Simple précaution au regard de ses antécédents. Au milieu du chœur, un fauteuil en velours bleu et or trône en face de l'autel. McKenna y place Bill, avec douceur, avec prévenance. Déjà, ce dernier s'agite. Le poids de la croix et de la Vierge sur le torse, les bougies cachant l'ombre du soldat de Dieu, tout est en place. Le soleil, jetant un ultime rayon sur le monde, se meurt définitivement, laissant la place à la pleine lune qui s'élève. Le ciel dégagé ne trompe personne. Les démons, déjà, ont pris possession des lieux. Bill Russell est un homme souffrant depuis ses 9 ans de crise inexplicable qui le pousse à attaquer les gens avec qui il se trouve. Il ne se souvient jamais de rien, mais les traces, elles,
sont toujours bien présentes. Traces de morsures, d'étranglement. Il devient une véritable bête sauvage. Depuis 1981, sa vie est un enfer. Séjour en prison, en psychiatrie, traitement en tout genre, rien ne fonctionne. Et la situation, même, s'aggrave. En apprenant par voie de presse cette affaire hors du commun, Lorraine Warren a eu un pressentiment. Elle s'est sentie liée à cet homme et s'est jurée de l'aider. Ed, qui cherche, lui, à la ménager, s'y est opposé au départ. Et puis, il s'est finalement rangé à la vie de sa femme. Après une enquête minutieuse menée, les époux sont arrivés à la conclusion que l'homme est possédé par un loup-garou. Ah bah oui. Ouais, bah allez-y, riez seulement. Bientôt, comme eux, vous serez convaincus. Bill Russell trouvait cette cérémonie ridicule. Et le diagnostic, alors, il avait accueilli ça dans un grand éclat de rire. Un loup-garou. Allons, sérieusement ? Il était déjà bien assez embêté par son état pour croire à ce genre de conneries. Enfin, pardonnez-lui l'expression. Mais sous la pression de sa femme, qui lui avait dit qu'il fallait tout tenter, le voilà au cœur de cette église glauque et plongé dans l'obscurité. Tentant de contenir son agitation, soudain, une voix rauque pénètre la nef. Son esprit, lui, bascule dans l'horreur. Les premières prières en latin font soudain basculer sa conscience dans un état second. Une altération de ses sens est en marche et il sent cette fois pour de bon la créature prendre le dessus. Il tente de s'accrocher à son propre esprit, mais fatalement, l'ombre prend la place et s'installe. Lorsque l'évêque s'approche de lui et place son étole sur sa tête, ce morceau de tissu de violet lui fait l'effet d'un coup de marteau. Bill Ramsey n'existe plus. Le loup-garou entre dans l'église. L'homme, petit, trapu, dégarni, bedonnant, aussitôt se transforme. Tous les témoins de cette scène sont horrifiés. Lorraine Warren, qui se trouve juste derrière le pauvre Bill, remarque que ses oreilles semblent s'allonger, devenir pointues. Au bout de ses doigts poussent des griffes. Ses jointures craquent, se métamorphosent dans un vacarme absolument effrayant. Les articulations en souffrance, il hurle comme un damné à la manière d'un chef de meute ayant perdu sa proie. McKenna s'approche sans peur, porté par le Seigneur en personne dans toute sa grâce, toute sa divinité. Il marque le signe de croix sur le front de celui qu'il tente d'aider, puis sur sa poitrine, et soudain, Bill se met à trembler sur sa chaise. L'écume aux lèvres, elle se retrousse. Les dents en avant, la créature se jette sur l'évêque. 2 des gardes se précipitent, mais de la main, l'homme de Dieu les repousse. D'un geste, il montre au démon toute sa puissance. Il sort de sa soutane un crucifix, l'applique sur le front du supplicié. Ce dernier, à son contact, devient fou furieux, grognant et hurlant sur l'homme d'église tel une bête. McKenna en perd l'équilibre, mais parvient tant bien que mal à se réfugier derrière l'autel. Les autres sont estomaqués, et la bête, elle, est concentrée sur sa proie. Aujourd'hui, c'est l'évêque. « D'où viens-tu ? Qu'est-ce qui te retient ici ? Arrière, Satan, laisse-le tranquille !» Ces mots transperçant la nuit, soufflant les bougies alentour, les paroles de l'homme d'église abattent le monstre. Affaibli, il vacille. Il se rassoit sur sa chaise, son corps glacé se réchauffe. Sentant le démon glisser sur son corps et partir, il a la force de tourner la tête et de regarder sa femme. Très faible, hagard, il laisse l'évêque, par ses paroles en latin, le délivrer. L'exorcisme est une réussite. Épuisé, l'évêque contemple les époux Warren qui entourent maintenant Bill de leurs mains et de leurs prières. Tout est fini. Les bougies s'éteignent, l'électricité renaît. Les chants cantiques reprennent leur place et bientôt, le démon de Bill Russell, pourtant actif pendant des années, n'est plus qu'un lointain et mauvais souvenir. Après une dernière photo immortalisant le bonheur retrouvé, déjà, Ed et Lorraine repartent en direction de leur maison de l'horreur. Un nouveau dossier les attend. Bill Russell, lui, ne fera plus jamais de crise. Un nouveau succès donc pour les chasseurs des ombres. Nous sommes au printemps 1952.
Ed et Lorraine Warren, mariés depuis les derniers mois de la Seconde Guerre mondiale, sont à bord de leur cabriolet Chevrolet. N'allez pas imaginer que la voiture est celle d'un riche couple de la Nouvelle-Angleterre. Non. Elle affiche 250 000 bornes au compteur. Le logo Chevrolet à l'arrière sur le coffre menace de tomber et l'une des jantes est manquante. Oui, mais voilà, Ed adore cette voiture. Lorraine, elle, n'est pas très sensible à ce genre de choses, à vrai dire, et bien installée à l'avant du véhicule, elle savoure le soleil de la mi-mai. Les fleurs sont belles. Les parterres sont entretenus au cordeau. Tout semble aller parfaitement bien ce matin-là. Ils viennent d'apprendre une bonne nouvelle. C'est ce qui justifie la virée en auto. Ed a mis son beau costume gris. 3 pièces, bien entendu. Une cravate à fleurs lui nouant la chemise bien en haut du cou. Elle, dans son tailleur bleu marine, un chignon haut, est parfaitement assortie. Depuis quelques minutes, ils sont officiellement les créateurs de la NESPR, la New England Society for Psychic Research. Comprenez, la Société pour les recherches psychiques de la Nouvelle-Angleterre. Leur aventure des sciences occultes commence. Leur histoire, elle, a débuté il y a déjà bien longtemps. Ils sont tous les deux nés dans le Connecticut et se rencontrent durant le Deuxième conflit mondial. Nous sommes alors en 1944 et Ed Warren est alors un jeune homme guichetier d'accueil dans un théâtre de Bridgeport. Lorraine et sa mère en sont des habitués. Un soir de spectacle, venant acheter leurs billets comme à l'accoutumée, les 2 femmes se présentent face au jeune homme. Il ne se démonte pas et demande à Lorraine si elle veut bien sortir avec lui. Elle accepte. Et c'est ainsi que tout commence. Mais quelques semaines après la magie des premiers rendez-vous, Ed Warren est mobilisé sur le front et s'engage dans la marine. L'aventure militaire, elle, ne va pas durer bien longtemps. 4 mois après son déploiement, le navire du jeune homme coule au cœur de l'Atlantique Nord. Heureusement, il survit. Les forces armées de l'oncle Sam, dans un cas comme celui-ci, permettent aux survivants une permission longue de près d'1 mois. Durant cette période, au début de l'année 1945, les 2 amoureux décident de se marier. En 1951, la famille s'agrandit et Judy intègre le foyer familial. Nous le découvrirons plus tard, mais la petite fille est au cœur d'une affaire impliquant Ed. 9 mois plus tard, c'est donc le début de cette aventure en lien avec les forces occultes. Mais comment un guichetier de théâtre, ancien de la marine, est-il devenu démonologue? Durant 18 mois, juste après l'arrivée de la petite Judy, Ed, passionné de peinture, s'est inscrit dans une école d'art. Déjà, ses productions tournent autour d'un univers fantomatique, notamment des maisons hantées du Connecticut. Mais son expérience à Yale tourne court, et il fonde sa société dans la foulée. On ignore les raisons exactes qui l'ont poussé vers cet univers paranormal. Son déploiement à la guerre? Peut-être les horreurs qu'il a pu y voir? Le naufrage? Personne ne le sait. Mais toujours est-il que Lorraine, elle aussi, développe un don de médium. Elle est plutôt sceptique au départ. Mais lorsque Ed peint une maison hantée du pays, ils se rendent sur place. Au départ pour corriger les proportions de l'œuvre. Mais très rapidement, ils sont sur place pour enquêter. Généralement, l'attention des propriétaires était attirée lorsqu'ils voyaient ce jeune homme à la mèche très roque griffonner leurs biens sur un bout de papier. Le croquis, offert ensuite, lui permettait de s'introduire au sein des foyers. Lorraine entamait alors la conversation avec eux. Bingo, c'était gagné. Au bout de quelques mois, l'idée de la société germe afin de développer une collaboration entre les époux. Ils sont ravis de pouvoir travailler ensemble et de faire grandir cette entreprise. Ils sont novateurs. C'est la première organisation de chasse aux fantômes de toute la Nouvelle-Angleterre. Ils y intègrent différents profils. Policiers, médecins, chercheurs, infirmières et membres du clergé y sont légion. On parle de plus de 10 000 cas traités en plus d'un demi-siècle. Ed s'autoproclame démonologue, devient auteur et conférencier. Lorraine, elle, est clairvoyante et médium. Ni l'un ni l'autre ne semble avoir fait preuve de don en la matière précédemment. Pourtant, la société tourne bien et en 1968,
La première grosse affaire du couple va les rendre mondialement célèbres. La poupée Annabelle. Vous sentez cependant venir le truc. Comment des gens tout à fait normaux, sans prédisposition particulière, sans don avéré pour le paranormal avant la création de leur société et les peintures de Ed, peuvent-ils, d'un coup d'un seul, devenir spécialistes en matière d'occulte? Est-ce que tout ça est bien vrai? Ou alors, Ed et Lorraine Warren ne sont-ils que des arnaqueurs? Eh bien, venez avec moi. Nous allons parcourir les couloirs de l'horreur et tenterons ensemble de démêler le vrai du faux. L'heure H. Jean-Louis Lahaye. L'heure H. Jean-Louis Lahaye. Aujourd'hui, notre heure H nous emmène dans les profondeurs de notre réalité, là où les esprits retrouvent les vivants et viennent les hanter. Le paranormal, c'est le fonds de commerce du couple Warren à partir de l'année 1952. Revenant de la guerre, à la suite d'une expérience compliquée où il a vu son navire couler dans l'océan Atlantique, Ed Warren se reconvertit en démonologue autoproclamé et sans formation aucune. Auteur, puis conférencier, il est accompagné de sa femme, Lorraine, devenue, elle, médium et clairvoyante. Pour autant, rien, avant la création de leur fondation, ne laisse présager de ces dons. Tout le battage médiatique réalisé autour de leurs actions, les films en série, basés soi-disant sur des histoires vraies, tout cela cache-t-il quelque chose? En parcourant leurs plus célèbres affaires, essayons de comprendre où se cache la part de vérité et celle de l'illusion. Nous sommes le 22 juin 1966. L'aéroport de Cincinnati est en effervescence. Beaucoup de départs en ce week-end prolongé qui s'annonce. Le tarmac, bruyant, bouillant à cause de son goudron chauffé par les rayons du soleil, voit défiler les avions des différentes compagnies nationales. Le vol pour San Francisco vient de partir. Celui pour Miami est dans 1 heure. L'Ohio est une plaque tournante. Ed Warren, costume crème sur les épaules, les valises en main, aime cette ambiance de va-et-vient. C'est beaucoup moins le cas de sa femme qui le suit discrètement. Le couple est au cœur d'une tournée de conférences et de prises de parole dans des librairies dans tous les États du centre et du sud des États-Unis. Cincinnati n'est qu'une des nombreuses étapes. Ils sont épuisés. Mais heureusement, un chauffeur les attend pour les conduire à leur hôtel, l'Intercontinental. Là, une suite confortable va leur permettre de se reposer avant leur démonstration du soir. Leur réputation est en plein essor. Leur carrière en pleine ascension. Les affaires qu'ils traitent ne leur rapportent pas d'argent. Ils demandent seulement une chambre gratuite et des repas offerts. Des frais de déplacement aussi. Tout le reste est pris en charge directement. Vous comprenez l'intérêt de ces tournées. Et ce sont surtout les royalties sur les livres et plus tard les films. Monnaie. Il n'en manque certainement pas. Alors soyons clairs. Ils gagnent beaucoup d'argent. Chaque conférence est le moyen pour Ed et Lorraine d'assurer la pérennité de l'entreprise. Dans la voiture les conduisant à leur résidence temporaire, Ed se tourne vers sa femme discrètement. Un chignon bas lui couvre une partie de son cou. Sa robe à fleurs, ravissante, complète ce beau tableau qui s'offre à lui. Ce soir, elle va encore évoquer leurs premières affaires en public et leurs premiers exorcismes. Elle s'emploie à être au centre de ce jeu. Lui, plus en retrait, essaye de retirer les marrons du feu afin de gagner aussi en notoriété. Son rôle, dans ses prises de parole, est bien souvent surjoué. 1965 est une des premières années. Durant plus de 20 ans, le succès aidant, des appels affluent de tout le pays, mais aussi d'Angleterre, d'Italie et j'en passe. Les langues, elles, ne vont se délier vraiment que bien plus tard.
Si certaines affaires ne font aucun doute sur leur aspect paranormal et particulièrement bizarre, d'autres, c'est maintenant certain, ont été montées de toutes pièces. Soit par les Warren, soit par les propriétaires des lieux. Allez, suivez-moi. Petit tour d'horizon des scandales liés aux enquêtes du couple. Et commençons par la locomotive de tous les cas. Le plus célèbre, certainement, vous le connaissez, Amityville. Cette maison est réputée hantée, à la suite d'un meurtre collectif de toute une famille par un de ses membres déséquilibrés, DeFeo Jr. Les Warren se rendent sur les lieux alors que les nouveaux propriétaires se disent victimes de choses étranges. Ils en déduisent que la maison est hantée par un démon qui a poussé DeFeo à tuer tous les membres de sa propre famille avec le fusil du père. Oui, mais voilà, une fois documentées, les recherches approfondies nous poussent à croire à la supercherie. Dès que le meurtrier est jeté en prison, une famille, les Lutz, achète la maison pour une bouchée de pain. Rapidement, ils déclarent vivre des événements étranges dans la maison. On ne peut bien entendu ni affirmer, ni infirmer leur dire, mais bizarrement, ils fuient la maison alors qu'ils sont au bord de la banqueroute. Juste avant cet exil forcé, ils ont rencontré l'avocat de l'accusé. Comme par magie, les jours suivants, leur compte est renfloué. À la suite de cet épisode, les Warren iront enquêter sur les lieux. Lorraine y vivra une expérience qui lui fait dire que la maison est infestée d'entités démoniaques, le tout sous les yeux de la presse locale médusée. Les Lutz finiront par vendre la maison. Tous les gens qui s'y installeront par la suite n'y vivront aucun phénomène sortant de l'ordinaire. Bizarre. C'est véritablement un premier reportage TV auquel Ed participe qui les propulse au rang d'expert paranormal à l'international. Mais toute l'histoire est suspecte. Pas de preuves formelles. Ni des expériences des Warren, ni celles des Lutz. En revanche, grand succès médiatique et financier pour tout le monde. Les suspicions sont donc de mise. Une autre des enquêtes célèbres et polémiques des Warren se tient à Londres. On l'appelle le cas Enfield. Je vous renvoie d'ailleurs à ce sujet à mon épisode de l'heure H, qui y est entièrement consacré. Un peu plus tard, Ed et Lorraine rencontrent leur plus fameuse pensionnaire du musée de l'occulte, la poupée Annabelle. Il s'agirait d'un objet ayant appartenu à des étudiantes infirmières qui ont vécu des expériences pour le moins étranges à son contact. Tenez-vous bien, elle aurait bougé toute seule, se serait animée. Les phénomènes se sont multipliés et, appelant les Warren au secours, les jeunes femmes leur ont donné la poupée. Elle est toujours dans les collections du musée familial, dans une cage en verre. Lorraine raconte souvent qu'elle a provoqué la mort d'un visiteur du musée dans un accident de moto et en a attaqué un autre, car ils auraient osé défier la poupée. Elle dit aussi ne jamais vouloir croiser son regard, mais certaines photos circulent où on la voit tenir toute souriante l'objet dans ses mains. Étrange, non ? Là aussi, la Warner Bros. Et les Warren ont bien tiré profit de cette histoire grâce notamment aux films qui sont sortis sur le sujet. Personne n'a cependant jamais connu le nom des étudiantes ni ceux des victimes. L'affaire de la famille Snedeker, elle, présente étrangement le même mode opératoire que l'affaire d'Amityville. Une famille modeste qui achète une grande maison à prix imbattable et qui se trouve piégée dans un lieu hanté par des démons. Ici, la bâtisse aurait été un ancien salon funéraire où des actes de nécrophilie ont eu lieu. Ni une ni deux, les Warren arrivent et enquêtent. Ils font ensuite appel à un auteur qui met en musique les récits de la famille. Et paf, un livre sort en librairie. Succès des ventes, bingo pour tout le monde. En creusant un peu, cependant, on découvre que des membres de la famille sont drogués ou alcooliques. Alors, comment ne pas envisager les hallucinations plutôt que la présence d'entités maléfiques ? Une nouvelle fois, vous pouvez le comprendre, la prudence est de mise.
Dans la même logique d'histoire, trop belle façon de parler pour être vraie, celle de la famille Smurl. Vous allez voir, elle est pas mal non plus. Elle ressemble à un scénario de film d'horreur. Alors que les Warren ont juré leur grand Dieu que tout était vrai, de nombreux rapports nous prouvent aujourd'hui le contraire. L'esprit en cause, cette fois, émet des odeurs purulentes, frappe au mur, grogne, s'attaque aux habitants. Lorraine Warren assure même avoir vu un message leur ordonnant de sortir de l'habitation écrit avec du sang sur un miroir de l'entrée. Belle ambiance. Oui, mais voilà. Un des enquêteurs sur cette affaire établit des liens entre les Smurl et les Lutz, les arnaqueurs présumés de la maison d'Amityville. Étrange, vous pensez? En plus, les membres du clergé qui interviennent sur place ne trouvent rien d'anormal dans la maison. Pendant que grandissent les doutes et les dénonciations autour de l'affaire, un livre sort encore qui présente le tout comme une histoire vraie. Et bingo de nouveau! Pourtant, cette fois, c'est un professeur de philosophie universitaire qui s'oppose à leur version des faits. La réputation des Warren est critiquée dans les milieux scientifiques. L'étau se resserre autour d'eux. Mais, d'un coup de baguette magique, ils parviennent encore à s'en sortir. Le manque de preuves, qu'elles soient dans un sens ou dans l'autre, joue pour eux dans la plupart des cas. Ils profitent donc du fameux bénéfice du doute. Et cela se confirme. Pour prendre un dernier exemple avec l'affaire du loup-garou de Londres dont nous avons parlé au début de notre épisode. Vous vous souvenez, Bill Russell, l'homme venu dans le Connecticut se faire exorciser. Son côté invraisemblable a fait couler beaucoup d'encre, comme vous pouvez aisément l'imaginer. Là encore, un livre est publié et on présente l'affaire comme documentée et fiable en termes de sources. Pour autant, lorsqu'on creuse un peu ce qui a pu se passer, ni les Warren, ni le célèbre exorciste McKenna n'ont pu produire des preuves matérielles au sujet de ce cas de possession. Quelques photos existent, mais rien d'autre. La seule présence de ces trois figures du paranormal suffit à dire que tout est vrai, à croire que leur parole est sainte, qu'elle ne nécessite pas l'apport de preuves. Les choses, vous en conviendrez, méritent d'être plus poussées que ça. La recherche scientifique, c'est aussi la discussion autour des cas concrets éprouvés d'éléments factuels. Or, ici, avec les Warren, c'est rarement ce qui se passe. À chaque fois, le couple, surtout Lorraine, après la mort de son mari, signe des accords commerciaux. D'abord avec un auteur du nom de Brittle, puis avec la Warner Bros. Pour les films. Alors que les contrats pour les films sont signés, l'auteur, qui estime avoir acquis tous les droits, attaque la société de production de cinéma. Il se voit débouté. Cet imbroglio fait tache d'huile. Alors même que le film The Conjuring sort au cinéma, il crie au mensonge. La véritable histoire serait tout autre. Son livre serait là pour le prouver. Mais alors, qui du film ou de l'œuvre littéraire dit la vérité? Dans les films, en tous les cas, le couple est présenté comme un modèle de collaboration au cœur des affaires et apportant des preuves scientifiques, irréfutables. La vérité est tout autre. Le rôle y a été systématiquement surestimé. Certaines scènes ont même été inventées de toutes pièces. De plus, certaines familles commencent maintenant à parler et disent aussi que la Warner Bros. Leur a demandé de forcer le trait sur ce qui a pu leur arriver. Plus c'est flippant, plus on fait des entrées au cinéma et ainsi de suite. L'effet boule de neige du cercle vertueux commercial. Rassurez-vous, loin de moi l'idée d'être sceptique sur tout, de vous dire que dans toutes les expériences racontées ici, les éléments sont troublants et que les Warren sont des menteurs. Au contraire, il nous est possible de croire sincèrement qu'ils ont souhaité aider des gens. Ils sont de véritables croyants, exemplaires, depuis leur plus jeune âge. Leur empathie est réelle et participe à leur succès. Au cœur de ces interrogations et de ces scandales, de ces zones d'ombre et de ces coups marketing, est-il possible de savoir où se trouve le vrai dans tout ce paranormal ? L'heure H. Jean-Louis Lahaye. L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, nous vivons leur âge d'un couple bien particulier, celui de Ed et Lorraine Warren. Démonologue, médium, clairvoyante, auteur et conférencier, les qualifications sont nombreuses. Les questions et les supputations aussi. Toute leur vie, des scandales et des interrogations ont germé autour de leurs activités et de leurs réelles compétences. Si nombre de leurs affaires sont restées célèbres, beaucoup d'entre elles sont émaillées de zones d'ombre qui n'ont rien à voir avec un quelconque effet paranormal. Les Warren seraient des arnaqueurs ? Vraiment ? Comment expliquer alors les résultats qu'ils ont obtenus ? Leur connaissance du monde paranormal ne serait-elle que de la poudre aux yeux ? Eh bien, tentons de répondre pour conclure à ces nombreux questionnements. Nous sommes le 23 août 2006, en toute fin d'après-midi. Monroe est une petite ville du comté de Fairfield, dans le Connecticut. Elle tient son nom en hommage au 5e président du pays, James Monroe. La cité est calme, paisible. Un peu plus de 10 000 personnes y vivent. Une maison plus en retrait des autres est, depuis longtemps, devenue un musée de l'occulte. Mais 2 personnes y vivent encore, les époux Warren. Dans une pièce de l'entresol figurent les objets représentatifs de toutes les affaires qu'ils ont menées durant leur longue carrière professionnelle. Tous sont encore empreints du démon et des forces obscures. Au fond de la pièce, seule mais semblant trôner sur une représentation angélique des enfers, la fameuse poupée Annabelle. Tout autour d'elle, un micmac d'objets réputés hantés et terrifiants. Alors vous pouvez y voir tour à tour un miroir conjurateur qui convoque les esprits, bons ou mauvais. Une poupée fantôme qui a la réputation de venir provoquer des arrêts cardiaques la nuit en songe à ses victimes. Un cercueil de vampires déniché par les Warren, alors en quête d'un vampire moderne. Une idole satanique. Une brique de Borley-Rector, la maison la plus hantée d'Angleterre, des pierres tombales pour enfants ayant servi dans des rituels du diable et j'en passe. Bien, vous l'aurez compris, le musée des ombres est à Monroe. Mais aujourd'hui est un jour spécial. À l'étage, juste au-dessus de ce mémorial de l'horreur, Ed Warren se meurt dans sa chambre au rideau tiré. Sa femme est avec lui. Victime d'un AVC au cours de l'année 2001, le démonologue autoproclamé ne s'en est jamais vraiment remis. Il a arrêté les enquêtes après son accident vasculaire cérébral. Diminué d'une partie de ses facultés mentales et de sa verve, il a aussi perdu goût à la vie. Une retraite bien méritée s'achève aujourd'hui. Dans un pyjama bleu en satin, dans des draps frais et récemment changés par l'aide ménagère, le grand démonologue américain s'est éteint il y a quelques minutes. Lorraine pleure à ses côtés, passe sa main dans ses cheveux. Elle est trop étreinte par la douleur pour réfléchir convenablement à ce qu'il va se passer ensuite. Mais sent bien que pour elle aussi, l'heure du repos semble avoir sonné. La vieillesse et le poids des consultations sont de trop lourdes charges à porter seule. Essuyant ses larmes dans un ultime sanglot, elle quitte la pièce, descend les escaliers. Avant d'appeler ses proches, elle prend un moment seule sous le porche de la maison. Elle veut respirer. Assise dans son rocking chair attitré, celui de son défunt mari vide à ses côtés, elle se balance doucement, au gré du vent et des mouvements de ses articulations fragiles et fatiguées. Déjà en chemise de nuit, les pieds dans ses chaussons fétiches, elle fait le bilan de ses années de chasse aux démons. Lentement, juste à côté d'elle, la deuxième chaise, elle aussi, comme habitée, commence à se balancer. « Oh mon Ed, pense-t-elle, que vais-je pouvoir faire sans toi ? Est-ce venu le temps de révéler nos secrets ?» Comme un signe net de désapprobation, la chaise s'arrête.
Lorraine a sa réponse. La reine du paranormal va mourir le 18 avril 2019, peu avant le coucher du soleil, elle aussi. Entre le grand départ de Ed et le sien, elle s'est contentée de ne faire que des interventions à distance ou par téléphone. Elle ne s'est plus jamais déplacée pour un cas ou pour un autre. Leur fondation a survécu, gérée par leur gendre. Le musée, lui, depuis la sortie de la trilogie Conjuring, a explosé en termes de fréquentation. Beaucoup trop même, pour une petite maison résidentielle. Avant même la mort de Lorraine, en 2014, la ville de Monroe, soucieuse de la tranquillité de ses habitants, a décidé d'interdire l'exploitation du musée. La famille alors tente depuis de retrouver un lieu capable d'accueillir le flot de visiteurs et la collection des Warren. À ce jour, rien n'a réouvert. En tous les cas, tous deux ont emporté leur secret dans la tombe. Mais alors, cette saga est-elle uniquement un coup marketing ? Difficile à dire. Et même, si je voulais vous apporter une réponse, elle ne pourrait être qu'incomplète. Les différentes zones d'ombre et scandales dont nous avons parlé tout à l'heure ont bien existé et forment un corpus complet appelant à la méfiance au sujet de ce qui pouvait se passer lors de ces affaires dites paranormales. Mais ont-elles toutes été manipulées de la sorte ? Les Warren n'avaient-ils qu'un don commercial ? Étaient-ils prêts pour ça à arnaquer et manipuler les gens dans le besoin ? Cela semble difficile à croire, et pourtant, certains éléments nous poussent dans cette direction. Pour autant, il existe de nombreuses vidéos d'exorcisme menées par le couple et leur propension à aller vers autrui et à vouloir sincèrement les aider, contrebalançant cette vision des choses. Il faut savoir raison garder, faire preuve de mesure. Leur domaine d'expertise n'étant déjà pas rationnel, il est difficile d'établir de la rationalité dans le débat qui entoure la véracité de leurs actions. En tous les cas, certaines de leurs interventions ont été truquées, ça c'est sûr. Par qui ? Par les Warren ? Ou bien par des propriétaires de maisons en quête de notoriété et de sensations fortes ? Les 3000 affaires du couple sont-elles toutes fausses ? Rien ne le dit. Rien ne permet avec certitude de les disculper non plus. Je me contente donc de laisser cette question ouverte et espère avoir pu vous aider à vous faire votre opinion sur le sujet. Je vous propose aujourd'hui de nous quitter avec une citation d'Ed Warren. À défaut de pouvoir avec certitude juger ses qualités de démonologue, son talent d'écrivain n'est plus à démontrer. Les mots qui suivent, que vous soyez cartésien ou non, poussent à réfléchir. Les forces diaboliques sont redoutables. Ces forces sont éternelles et elles existent aujourd'hui. Le conte de fées est vrai. Le diable existe. Dieu existe. Et pour nous, en tant que personne, notre destin dépend de celui que nous choisissons de suivre. Les secrets du couple, eux, sont pour toujours enfouis sous terre. Restent les songes, l'horreur et ce léger doute qui, lorsque nous tressaillons dans le noir, nous incite à croire, sans que nous soyons tout à fait prêts à l'avouer, aux forces occultes et aux esprits malins. Après tout, n'avez-vous jamais vécu une situation bizarre, à peine explicable de manière rationnelle ? La frontière entre la réalité et les ombres, parfois, s'amincit. C'est là, aujourd'hui, qu'Ed et Lorraine Warren exercent leur talent, toujours en équipe, toujours solidement ancrés l'un à l'autre. Voilà pour ce récit étrange que j'ai le plaisir de vous partager aujourd'hui grâce à la plume de Valjean. L'heure H. Jean-Louis Lahaye.